Soir du 24 décembre 1898. Réveillon de Noël, Paris. Un gamin de 21 ans s'installe au volant d'une petite machine qu'il a bricolée dans l'atelier de son père à Boulogne-Billancourt. Il a fait un pari avec des amis. Sa voiturette est capable de grimper la pente de la rue Le Pic à Montmartre, l'une des rues les plus raides de Paris. Il démarre. La machine avance. Elle grimpe. Elle ne cale pas. Elle atteint le sommet. Ce soir-là, le gamin repart avec 12 commandes fermes et un acompte de 60 louis d'or en poche. Il s'appelle Louis Renault. Et il vient, sans le savoir, de lancer l'une des plus grandes aventures industrielles de l'histoire de France. 128 ans plus tard, Renault existe toujours. 58 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Plus de 170 000 salariés dans le monde. Des usines au Maroc, en Espagne, en Roumanie, en France, en Inde. Mais voilà le paradoxe. Depuis cette nuit de Noël 1898, Renault a failli mourir 3 fois. Et à chaque fois, quelqu'un l'a sauvé. Et à chaque fois, ce quelqu'un a présenté la facture. Le fondateur meurt en prison sans procès. L'État confisque tout. Un patron sauveur est assassiné en pleine rue par 2 femmes. Un PDG tout-puissant s'enfuit du Japon dans une malle de contrebassiste. Et en 2020, l'État ressort le chéquier, 5 milliards d'euros, pour éviter l'effondrement. L'entreprise la plus française du monde ne s'est jamais appartenue. Que vous pensiez Clio en France, Logan au Maroc, Symbol en Algérie, Vilvoorde en Belgique ou la marque qui a disparu au Canada, cette histoire vous concerne. Parce que Renault, ce n'est pas juste une marque automobile. C'est un miroir de 128 ans d'histoire industrielle, politique et humaine. Voici comment Renault a perdu le contrôle de son propre empire. Louis Renault n'est pas un héritier. C'est un bricoleur obsessionnel. Sa première innovation, la boîte de vitesse à prise directe, est celle qui propulse la voiturette sur la rue Le Pic. Et c'est celle qui transforme un atelier familial en empire industriel. En quelques années, les frères Renault, Louis et Marcel, font la course eux-mêmes pour prouver la fiabilité de leur machine. Jusqu'au drame. En 1903, lors de la course Paris-Madrid, Marcel Renault se tue au volant. Louis est détruit. Il ne courra plus jamais. Mais il continuera à construire. En 1914, Renault entre dans la légende. Septembre, la bataille de la Marne. Le général Gallieni réquisitionne 1200 taxis Renault pour transporter les renforts qui stopperont l'avancée allemande. Les taxis de la Marne. Renault, c'est la France qui résiste. Pendant toute la guerre, Louis Renault livrera 7 millions d'obus et construira le char léger FT dont la mobilité sera décisive dans la victoire finale de 1918. Le héros de guerre devient le roi de l'industrie. Et puis, il rencontre Hitler. Le 21 février 1935, Louis Renault, pacifiste fasciné par le redressement industriel allemand, s'entretient pendant 2 heures avec Adolf Hitler à la chancellerie du Reich. Il tente de le convaincre qu'une guerre économique entre la France et l'Allemagne ne profiterait qu'aux anglo-saxons. Il ne mesure pas ce que cette image lui coûtera 10 ans plus tard. Quand la France tombe en juin 1940, les usines de Billancourt sont réquisitionnées par la Wehrmacht. Les chaînes produisent pour l'occupant. Mais dans le plus grand secret, bravant l'interdiction allemande, les ingénieurs de Renault développent en clandestinité le prototype de ce qui deviendra la 4 chevaux, dissimulé sous le nom de code Projet 106. En 1942, les bombardements alliés frappent l'usine et le quartier. 500 morts, 2000 blessés. À la Libération, la question tombe comme un coup près. Louis Renault a-t-il collaboré volontairement? La réponse honnête, celle que les historiens formulent après des décennies de recherche, c'est que les 2 dimensions coexistent. La contrainte est réelle, les Allemands prennent le contrôle de l'industrie automobile française dès juillet 1940, mais l'ordonnance de nationalisation de 1945 adopte une lecture accablante. Renault se serait empressé de mettre ses usines à la disposition de la puissance occupante. Et ce qui pèse le plus lourd dans la balance, c'est l'accusation d'avoir autorisé la réparation de chars de la Wehrmacht sur les chaînes de Billancourt
à l'été 1940. Mais Louis Renault ne sera jamais jugé pour ses faits. Jamais. Le 23 septembre 1944, le juge Marcel Martin l'inculpe et le fait écrouer à la prison de Fresnes. L'enquête technique sur les usines n'est même pas terminée. Le rapport n'arrivera que le 16 octobre, 8 jours avant sa mort. On l'emprisonne alors que le dossier industriel n'est pas bouclé. Sa femme, Christiane, obtient de le voir. Elle rapportera plus tard ces mots « Ce sera trop tard. Ils m'auront tué avant. C'est la nuit qu'ils viennent. » Le 24 octobre 1944, Louis Renault meurt en détention. Il a 67 ans. La version officielle parle d'urémie. Sa veuve soutiendra toute sa vie qu'il a été battu à Fresnes. Après exhumation et autopsie en 1956, les experts ne retrouvent ni fracture du crâne, ni fracture de la colonne. L'affaire se conclut par un non-lieu. La vérité exacte mourra avec lui. 3 mois après sa mort, le 16 janvier 1945, le général de Gaulle signe l'ordonnance de nationalisation. La société anonyme des usines Renault est dissoute. L'État prend tout, actifs et passifs. La part de Louis Renault est confisquée au profit de la nation. L'entreprise devient la Régie nationale des usines Renault. Ce n'est pas une nationalisation ordinaire. C'est une nationalisation sanction. L'exposé des motifs ressemble à un verdict rédigé par le pouvoir exécutif, sauf qu'il n'y a jamais eu de procès. Et le détail que tout le monde oublie, c'est ce que dit Pierre Le Faucheux, le nouveau patron nommé par l'État quelques années plus tard. En 1948, dans une discussion interne, il lâche cette phrase. « D'autres ont commis les mêmes fautes et sont restés indemnes. » Il ajoute que si l'on rouvrait le procès Renault et qu'on comparait les productions des autres constructeurs, on arriverait à quelque chose de très fâcheux pour tout le monde. En clair, Renault a payé pour tous. Première mort, première facture. Le fondateur perd la vie, la famille perd tout. Et l'État hérite d'un empire. Sous la tutelle de l'État, la Régie Renault connaît ses heures de gloire. La 4 chevaux, celle que les ingénieurs avaient conçue en secret sous l'occupation, devient le symbole de la France des 30 Glorieuses. Première voiture française à dépasser le 1 million d'exemplaires. Puis la Dauphine, la R4, la voiture de tout le monde, la R5, la R12, qui deviendra le taxi de tout un continent. Renault, c'est la mobilité du peuple. Mais Billancourt reste une poudrière sociale. Le 25 février 1972, une altercation éclate entre des vigiles et des militants maoïstes à l'usine. Un jeune militant de 23 ans, Pierre Auvernais, armé d'une pioche, provoque un vigile armé d'un pistolet. « Tire si tu l'oses !» Le vigile, Jean-Antoine Tramoni, tire. Une balle en plein cœur. Auvernais s'effondre, mort. Ses funérailles rassemblent une foule immense, Sartre et Foucault dans le cortège. 5 ans plus tard, Tramoni sera lui-même assassiné par un commando armé. La violence chez Renault n'est pas un accident, c'est une constante. Puis vient 1984. Les comptes tombent. 12 milliards et demi de francs de pertes. 58 milliards de francs de dettes. La Régie Renault est au bord du précipice. C'est la quasi-faillite la plus grave d'une entreprise publique française. L'État envoie un sauveur. Il s'appelle Georges Besse. Polytechnicien, patron de Péchinet avant. Un homme froid, méthodique, d'une rigueur impitoyable. Il résume sa méthode d'une formule devenue célèbre. Un sou est un sou. Besse annonce 21 000 suppressions d'emplois. 12 000 en 1985, 9 000 en 1986. Il vend des actifs, il ferme des activités. Il ramène les effectifs français de 98 000 à 77 000. La facture du sauvetage, c'est le sang social. En 1985, il brise une grève très dure au Mans en s'appuyant sur des huissiers et la menace des CRS. La CGT est matée. Le soir même, des amis lui offrent du champagne. Il refuse. Et il prononce cette phrase que l'histoire a retenue. On ne fête pas la fin d'une grève, même d'une grève absurde. Ce soir, il y a des ouvriers sincères qui ont perdu l'espoir. Ça fonctionne.
En 1987, Renault redevient bénéficiaire. Bess a sauvé l'entreprise. Mais il ne le verra pas. Le lundi 17 novembre 1986, à 20h, Georges Bess sort de sa voiture devant son domicile, boulevard Edgar Quinet, à Paris. Deux silhouettes l'attendent sur le trottoir. Plusieurs balles de calibre 9 mm. Bess s'effondre. Il est mort. Un voisin témoigne. Je suis sorti parce que j'ai cru d'abord que c'était un pétard ou des trucs comme ça, mais j'ai vu qu'il y avait deux personnes qui s'enfuyaient. Le meurtre est revendiqué par Action Directe. Le nom du commando est un message en soi. Commando Pierre Auvernais. Le militant tué à Billancourt en 1972, 14 ans plus tard, la violence de l'usine revient tuer le patron. L'effroi est total quand on découvre l'identité des tueuses. Deux jeunes femmes, Joëlle Aubron et Nathalie Ménigon. Cette dernière assumera le meurtre avec une froideur glaçante. Ce groupe est constitué de politiques et non pas de voyous. Il agit sans masque et quand il doit tuer une personne, il n'a aucune raison de tirer sur l'entourage. Deuxième mort. Deuxième facture. L'entreprise survit, mais son sauveur est assassiné. Et le prix payé. 21 000 emplois, un patron abattu en pleine rue, entra à Renault pour des décennies. En 1990, Renault est privatisé. L'État se retire progressivement. L'entreprise redevient, en théorie, maîtresse de son destin. En 1993, une première tentative de grand mariage échoue. La fusion avec Volvo, le constructeur suédois, est prête sur le papier. Mais les actionnaires suédois se rebellent au dernier moment, choqués par ce qu'ils perçoivent comme l'arrogance française. Le deal capote. Renault reste seul. Puis arrive un homme. En 1996, Louis Schweitzer recrute chez Michelin un franco-libano-brésilien de 52 ans qui a passé 18 ans dans le groupe de pneumatiques. Il s'appelle Carlos Ghosn. Sa mission, tailler dans les coûts. Schweitzer sait que Renault vient de perdre 5 248 millions de francs en 1996, que Vilvoorde va fermer en Belgique avec 3000 emplois à la clé et que le groupe a besoin d'un chirurgien. Ghosn opère. Il rationalise les usines. Il concentre chaque modèle sur un minimum de sites. Twingo à Flins, Laguna à Sandouville, Mégane entre Douai et Palencia. Le résultat se voit en 3 ans. En 1999, Renault affiche 3 506 millions de francs de bénéfices nets. L'entreprise est redevenue assez forte pour tenter un coup d'une audace folle. En mars 1999, Renault rachète 36,8% de Nissan, le constructeur japonais au bord de la faillite. Le pari est immense. Ghosn est envoyé à Tokyo pour sauver Nissan. Il y arrive avec une méthode brutale et un plan nommé Nissan Revival Plan. Ça marche. Nissan redevient bénéficiaire en un temps record. En 2005, Carlos Ghosn devient PDG de Renault et de Nissan. C'est le premier homme de l'histoire à diriger simultanément deux entreprises du classement Fortune Global 500. Il est sur la couverture de tous les magazines. Il est l'homme le plus puissant de l'industrie automobile mondiale. Et puis, l'hybris le rattrape. Le train de vie, les propriétés à travers le monde, le mariage au château de Versailles, oui, au château de Versailles, les rémunérations qui font scandale, et surtout, cette conviction qu'il est devenu intouchable. Le 19 novembre 2018, un jet privé se pose à l'aéroport de Haneda, à Tokyo. Carlos Ghosn est à bord. À la sortie de l'avion, des procureurs japonais l'attendent sur le tarmac. Il est arrêté. Les charges, dissimulation de revenus, abus de confiance, utilisation d'actifs de l'entreprise à des fins personnelles. Ghosn passe 130 jours en détention au Japon. Il dénonce ce qu'il appelle la justice de l'otage, un système où le taux de condamnation dépasse 99%. Il est assigné à résidence, il attend son procès. Et puis, le 29 décembre 2019, Carlos Ghosn disparaît. Les détails de l'évasion sont dignes d'un film d'espionnage. Deux anciens membres des forces spéciales américaines le prennent en charge à Tokyo. Ils le font monter dans un train à grande vitesse vers Osaka. À Osaka, ils le transfèrent dans une grande malle noire, le type de caisse utilisée pour transporter du matériel audio.
Ghosn se recroqueville à l'intérieur. La malle est chargée dans un jet privé. Le jet décolle vers Istanbul. À Istanbul, il change d'avion et s'envole vers Beyrouth. Quand le Japon se réveille le 30 décembre, Carlos Ghosn est libre, au Liban, hors d'atteinte de la justice japonaise. Renault, elle, est enchaînée. L'alliance avec Nissan, construite par Ghosn, est devenue un piège. Les deux constructeurs se tiennent mutuellement par des participations croisées, des dépendances industrielles, des rancœurs accumulées. Et quand Ghosn tombe, personne ne sait plus qui dirige quoi. La directrice financière par intérim, Clotilde Delbos, prononce alors une phrase qui résume tout. We thought too big in terms of sales. Nous avons vu trop grand en termes de volume. En une phrase, l'aveu que l'ère Ghosn n'était pas seulement celle d'un sauveur, c'était aussi celle d'une fuite en avant. Troisième quasi-mort. Troisième facture. Le sauveur s'enfuit et Renault hérite des dettes, des conflits et d'une alliance que personne n'arrive plus à piloter. Le Covid frappe. Mais pour Renault, la pandémie n'est que l'accélérateur d'une crise qui couvait depuis des années. Les chiffres tombent. 8 milliards 46 millions d'euros de pertes nettes. Une position de trésorerie automobile négative de 3 milliards 500. 180 000 salariés dans le monde, dont 48 500 en France. L'État français revient. La Commission européenne autorise une garantie publique de 5 milliards d'euros. Renault annonce un plan d'économie de 2 milliards et 15 000 suppressions de postes dans le monde, dont 4 500 en France. Le gouvernement pose ses conditions, maintien de l'usine de Maubeuge, réorientation vers l'électrique, respect des sous-traitants. L'État sauve, mais l'État commande. Encore une fois. Puis un nouveau patron arrive. Luca De Meo, l'ancien des Seat et Volkswagen. En janvier 2021, il lance la Renaulution. Un mot d'ordre simple qui sonne comme un manifeste. Faire passer l'entreprise des volumes à la valeur. Arrêter de courir après les chiffres de vente. Reconstruire les marges. Faire moins de voitures, mais les vendre plus cher. Les résultats sont spectaculaires. En 2023, Renault affiche 52 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 4,1 milliards de marge opérationnelle, un record, et 3 milliards de free cash flow. Le redressement est réel. Mais la facture de l'histoire continue d'arriver. En mai 2022, la Russie. Renault possède l'usine de Moscou et 67% d'Avtovaz, le constructeur de la Lada. Quand la guerre en Ukraine éclate, Renault doit choisir. Luca De Meo vend le tout. 100% de Renault Russie et la participation dans Avtovaz pour le prix symbolique d'1 rouble. 1 rouble chaque. 2 milliards d'euros d'actifs passés par pertes et profits. L'usine de Moscou est relancée sous la marque Moskvitch, propriété de l'État russe. Renault conserve une option de rachat sur 6 ans, mais en 2025, le patron d'Avtovaz prévient. Si Renault veut revenir, il faudra payer au moins 1,3 milliard de dollars. Puis Nissan. L'alliance est progressivement desserrée. En 2023, Renault et Nissan signent un nouvel accord. Participation croisée ramenée à 15% chacune, droit de vote plafonné. Entre 2023 et 2025, Renault vend par tranche des actions Nissan. 764 millions ici, 358 millions là, 494 millions encore, pour récupérer du cash. Mais le coup de grâce arrive en juillet 2025. Renault change le traitement comptable de sa participation Nissan. L'action Nissan, valorisée au prix de marché au lieu de la mise en équivalence, provoque une perte comptable de 9 milliards 500 millions d'euros. En une écriture comptable, le fantôme de Ghosn coûte encore 10 milliards. Le résultat 2025 de Renault est un portrait parfait du paradoxe. Moins 11 milliards de pertes nettes officiellement, mais 715 millions de bénéfices si on retire l'impact Nissan. L'entreprise va bien, son héritage lui coûte une fortune. Luca De Meo quitte le groupe en juillet 2025. Le conseil le remercie pour le redressement. Son successeur, François Provost, hérite d'une entreprise en meilleure forme qu'elle ne l'a été depuis des années. Mais il hérite aussi d'un marché européen en panne, d'une concurrence chinoise féroce et, en mars 2026, d'un nouveau choc énergétique lié à la guerre au Moyen-Orient.
Les prix du gaz européen ont bondi de plus de 50% depuis le début du conflit iranien. L'industrie de la zone euro est déjà 3% en dessous de son niveau de 2021. Renault a survécu. Renault s'est redressé. Mais Renault ne maîtrise pas le monde dans lequel elle doit vivre. Récapitulons. En 1898, un gamin de 21 ans grimpe une pente avec une voiturette bricolée. 60 louis d'or en poche. L'aventure commence. En 1944, le fondateur meurt en prison, sans procès. L'État confisque tout. Première facture. En 1984, l'entreprise perd 12 milliards et demi. L'État envoie un sauveur. Le sauveur est assassiné en pleine rue. Deuxième facture. En 1999, un homme sauve Renault et Nissan. Il devient le plus puissant de l'industrie. Il finit dans une malle, en fuite. L'alliance qu'il a construite coûtera encore 10 milliards, 15 ans après sa chute. Troisième facture. En 2020, l'État revient. 5 milliards. Encore une fois. 3 morts, 3 résurrections. Et à chaque fois la même leçon. Renault survit, mais Renault ne s'appartient jamais. L'État, les banques, Nissan, le marché, la géopolitique. Toujours quelqu'un d'autre qui tient les clés. L'entreprise la plus française du monde n'est pas maîtresse de son destin. Et la question que pose cette histoire, ce n'est pas « est-ce que Renault va mourir ?» Renault a prouvé qu'elle savait survivre. La question c'est « à qui appartiendra-t-elle demain ?» À ses actionnaires? À l'État français? À un partenaire chinois? À un fonds d'investissement? Ou peut-être, pour la première fois en 128 ans, à elle-même? Si cette histoire vous a appris quelque chose, abonnez-vous à Playbook Business. Ici, on vous raconte les coulisses des empires qui ont cru être éternels.